J'étais en Indonésie, on a plongé avec des Rainmanta et on les voyait à peine tellement il y avait du plastique. Et ça m'avait choqué vraiment. Et je pense que depuis là, je me suis dit, si je peux pas travailler dans tout ce qui est biologie plus scientifique, autant travailler dans la gestion des déchets justement en amont de tout ça. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Rencontre avec Moana, une surfeuse engagée pour une meilleure gestion des déchets. Sous une pluie torrentielle qui fait la réputation du Pays Basque, elle est venue à bord d'Hirondelle nous embarquer dans la vaste entreprise de la réduction de la pollution marine, de la protection du littoral et la quête d'un lendemain plus durable. Écoutons. Je m'appelle Moana Miramon Urbain. Je suis cibourienne, donc j'ai toujours vécu à Ciboure. En ce moment, je suis en licence professionnelle en gestion des déchets. J'ai fini la partie école, mais je suis dans la partie stage, on va dire, et je travaille à l'agglomération du Pays Basque, à la mise en place un petit peu de modes de collecte un peu plus développés sur les communes de Ciboure et d'Andaille. Donc c'est vrai que ça fait très Ciboure, mais heureusement j'ai bougé un peu avant. J'ai toujours voulu travailler dans quelque chose qui se rapprochait en fait de l'environnement, qui aidait justement à la protection, à tout ça, parce que j'ai toujours eu une sensibilité vraiment forte envers l'océan, parce que j'ai grandi auprès de l'océan, je suis surfeuse depuis que je suis toute petite. J'étais grande nageuse aussi, mais ça c'était plutôt en piscine, mais après je suis revenue, j'ai fait du sauvetage côtier aussi à un bon niveau. Pourquoi? Je sais pas, déjà mon prénom, Moana, ça veut dire l'océan en tahitien. Je pense qu'il m'a été bien choisi, je sais pas, mais j'ai cet attrait pour l'océan. Je surfe vraiment beaucoup et je sais que c'est vraiment là où je me sens le mieux en fait dans l'océan. Je sais qu'on me le reproche un peu souvent, mes amis comme ça, que je suis trop souvent à l'eau ou plutôt qu'avec elles, quoi. Mais c'est un endroit où je me sens bien et où je me sens libre d'être moi et je suis heureuse. Je pense que c'est l'endroit où je suis le plus heureuse. Il suffit qu'il y ait un beau temps, des belles vagues, des amis à l'eau et je suis la plus heureuse du monde. Donc j'ai toujours eu ce contact avec l'océan et j'ai toujours eu envie de faire quelque chose pour l'aider à rester bien. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on le voit de plus en plus, quoi. Ça se dégrade. Ce que nous on fait, ça y aide pas, quoi. J'ai fait un bac pas vraiment scientifique, parce que j'étais à fond dans le sport justement à ce moment-là. Et je l'ai un peu regretté après, parce que quand j'ai repris mes études, je voulais faire quelque chose justement dans la biologie marine, tout ça. Et on va dire que le cursus que j'avais fait, c'était très dans le commerce, quoi. Ça aidait pas du tout, donc je me suis réorientée un petit peu. J'ai fait un BTS, ça s'appelle BTS Métier des services à l'environnement. C'est très beau comme ça et finalement c'était très propreté, mais propreté industrielle, quoi, tout ce qui est ménage, tout ça, quoi. Il y avait une petite partie aussi quand même gestion des déchets, de l'eau, tout ça aussi, mais du coup je me suis réorientée vers les déchets. Donc après j'ai eu la chance de voyager un peu. Du coup j'ai vachement remarqué toute cette pollution qu'il y a partout, même dans les endroits les plus reculés. T'as l'impression que les choses changent à Ciboure ? Ici justement ça change pas et c'est peut-être pour ça que je suis contente un petit peu de travailler dans la gestion des déchets par ici, quoi. Je trouve qu'ici le plus grand problème c'est la qualité de l'eau. La gestion de l'eau, c'est une baie ici. Dès qu'il pleut un petit peu, toutes les stations elles sont saturées, il y a tout qui ressort directement dans l'océan, même nous on le ressent. Je sais que j'en parlais il y a 2-3 jours avec mon frère, on disait que dès qu'il y avait des grosses pluies comme ça, on allait surfer et tu sens vraiment, ça sent vraiment la merde. C'est horrible et là tu te dis t'es trop bien, t'es dans l'eau et finalement non, tu baignes dans quelque chose, tu sais même pas ce que c'est. C'est super frustrant et je sais que ici je pense que le plus gros des problèmes c'est ça, c'est la gestion de l'eau. Rien n'est adapté à une bonne gestion de l'eau. Sur Bidart aussi, t'as une espèce de petite rivière, je sais même pas comment elle s'appelle, mais c'est là où dès qu'il pleut c'est rejeté et tu vas te baigner là-bas, c'est sûr que tu attrapes la gastro, que tu vas. C'est horrible, quoi, et tu te dis c'est tellement beau par ici, enfin là aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui on est drapeau rouge, la baignade elle est interdite. Je suis amenée sur la plage aussi l'été et c'est ce à quoi on est confronté tout le temps, quoi. Il suffit qu'il pleuve pendant 2-3 jours, après on est obligé à interdire la baignade parce qu'elle est pas de bonne qualité, quoi. Puis les gens ils comprennent pas trop, ils pensent qu'on est là pour les embêter ou je sais pas, mais c'est pour eux qu'on fait ça, mais c'est triste même d'en arriver là, à interdire la baignade parce que on n'arrive pas à gérer l'eau. Et vous avez aussi des problèmes d'érosion ici ? Franchement, ouais, c'est
Là, on a eu un épisode de grosse houle pendant cet hiver. Je sais pas si tu connais un petit peu les vagues qu'il y a ici. Il y avait Lara, c'est une grosse vague qui est ici et elle se lève que quand il y a des grosses houles. Il y a peut-être des centaines et des milliers de personnes qui sont sur la corniche au niveau du Runandai là-bas. Et la vague, elle a marché pendant toute une journée. En fin de journée, tout le monde est rentré chez soi et en fin de journée, une énorme partie s'est effondrée alors qu'il y avait des milliers de personnes juste avant. On se rend compte de plus en plus que ça s'effondre tout le temps. Mais moi, je sors souvent à Lafitte. Lafitte-Aignan, c'est une plage qui est du côté d'Acots. Et tous les jours, j'ai l'impression, toutes les semaines, de voir vraiment la falaise s'effondrer. Et ça, je sais que c'est un des plus gros problèmes de la côte ici. La corniche, elle est menacée de fermeture aussi pour ça. Il y en a qui disent qu'à tout moment, elle peut s'effondrer. Ceux qui s'occupent vraiment du dossier de la corniche, je sais qu'ils n'en prennent plus. Oui, parce que le jour où elle va fermer, ça va être horrible pour tout le monde déjà et on va se prendre une claque. Et c'est ce qui arrive et c'est ce qu'ils essaient de repousser au maximum, mais je pense que c'est dangereux. C'est horrible de se dire ça. C'est une route, t'as envie de la faire tous les jours tellement qu'elle est belle. Pour toi, l'activité humaine, elle a un impact sur l'océan ? Oui, la pratique en règle générale, même pas que par rapport à l'océan. Je pense que l'océan, c'est un peu le dernier maillon de la chaîne et c'est lui qui prend tout le reste quand ça passe partout. T'as toutes les eaux d'industrie, t'as tous les petits déchets qui se fragmentent en plastique. Il y a tout qui se condense finalement dans l'océan. C'est les bouts de la chaîne. En fait, il faudrait changer tout le maillon d'avant, tout. L'industrie, même notre consommation. Finalement, les gens, ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Rien qu'ici, je sais que mes amis les plus proches, je sais pas si elles sont au courant de ce qui se passe, de l'érosion, Je sais que je suis cette poste un peu, tout le monde dit écolo, je ne suis pas forcément, mais qui est un peu chiante par rapport à tout ça. Un mégot, tu le jettes pas par terre, des trucs qui paraissent banals et qui ne le sont pas forcément pour tout le monde. Il faut commencer par ça et c'est en sensibilisant le plus de monde qu'on arrive finalement à changer un petit peu cette mentalité auprès de tout le monde. Et c'est ça le plus gros travail, je pense. Dès que je vais titiller quelqu'un parce qu'il a jeté son mégot par terre ou parce qu'il a pas trié ses déchets, on va me renvoyer la balle en me disant oui mais tu roules bien en voiture. Je sais très bien que je fais pas tout bien, c'est impossible d'être parfait et même si j'aimerais tout bien faire, moi la première des fois j'achète des choses emballées en plastique alors que je suis contre ça. C'est juste qu'on n'a pas forcément le choix ou je fais juste ce que je peux et au maximum. Avant je logeais sur Bordeaux pendant 2 ans là, pendant mon BTS et avant j'ai voyagé pendant 1 an et demi, 2 ans. Du coup je faisais tout moi-même. Je vivais seule, c'était plus facile à faire mes propres courses. J'achetais en vrac, je faisais tous mes produits cosmétiques. J'achète rien de neuf, je m'habille qu'en fripe ou des choses comme ça. Et je sais que là, depuis que je suis revenue, parce que c'est ma mère qui habite à Cibourg, et du coup je suis chez ma mère et c'est pas aussi facile. Déjà j'essaie de lui ramener, j'ai ramené un composteur, je la fais trier les déchets. C'est toujours difficile de faire changer la mentalité des personnes plus âgées, surtout nos parents, c'est eux qui nous ont élevés et je pense qu'ils ont du mal à ce que nous on les élève ou qu'on leur fasse changer un petit peu leur habitude. Je sais que là, j'ai un petit peu reculé dans ma bataille aussi, et ce que je consomme, ce que ma mère achète, et elle achète pas des fruits de saison, si ça, et même si j'essaie de lui faire comprendre. Donc, là, je travaille au centre d'enfouissement à Saint-Pé. Dès que je dis à tout le monde que je travaille là-bas, ils me disent tous c'est vous qui enterrez tous les déchets là-bas, la montagne de déchets, c'est vous. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est nous tous en fait. Je pense qu'il faudrait peut-être les sensibiliser plus, qu'ils viennent plus voir où finissent leurs déchets, où finissent vraiment l'impact que leur consommation peut avoir, un petit paquet de pâtes, le plastique des pâtes, ce que ça devient, et qu'ils voient vraiment le cursus, même pour la production en amont, de tout. Prendre conscience de tout ça. Ça se développe de plus en plus. Je sais que nous, chez nous, justement, le centre d'enfouissement, ils sont en train de faire un petit circuit de visite pour pouvoir le découvrir un petit peu. Le centre de tri à Bayonne aussi, Canopia, ils proposent des visites aussi, c'est juste que les gens... Même moi, avant vraiment de commencer ma formation, jamais je me suis dit je vais visiter le centre de tri. C'est pas quelque chose que t'as envie, ça pue, franchement. Limite, je pense que ça devrait être peut-être obligatoire. Peut-être un certificat comme les premiers secours à avoir obligatoire, savoir un petit peu les gestes de tri, savoir cette sensibilisation un petit peu de l'environnement en règle générale, pas forcément que les déchets, mais je trouve que les déchets c'est quand même un des plus gros problèmes. T'as l'impression qu'il y a une différence entre les générations sur les questions environnementales ? Ça dépend sur lesquelles questions. Il y a peut-être 2-3 semaines, j'étais chez les parents d'une amie et qui me disait que
Ils viennent aménager dans une nouvelle maison et ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils triaient vraiment leur verre du reste et qu'ils triaient tout court, quoi. Et ça m'a vraiment foutu. Enfin, après, j'avais vraiment envie de pleurer. Je me suis dit, putain, mais c'est horrible parce que cette personne-là me disait à ce moment-là, il y a tellement d'autres qui sont comme ça et qui se rendent pas forcément compte de l'impact de ce qu'ils font. En parallèle aussi à ça, j'ai des parents d'autres potes qui trient depuis toujours, qui ont toujours eu un composteur et je pense qu'il y a plusieurs écoles et il y a ceux qui sont ouverts au changement, il y en a qui ne le sont pas. Et j'ai fait des journées en déchetterie où j'ai vu des personnes âgées qui me disaient qu'ils avaient trié une palette et qu'ils avaient enlevé les vis de la palette pour enlever toute la partie ferraille, pour la trier dans la partie ferraille et mettre le bois dans le bois. Et ça m'a surpris, il y a des gens qui sont vraiment investis et c'était des personnes qui avaient 60 ans. Quoi. Donc en vrai, ça peut être dans les deux côtés. Quoi. Les jeunes peuvent être très sensibilisés à ça, comme des vieux aussi, et inversement. Pour toi, le changement écologique passe forcément par un changement sociétal ? Je pense que c'est sûr. Dans mes rêves, je me dis qu'il faudrait qu'on reparte 50, 60 ans en arrière, revoir tous nos modes de consommation, que ce soit que de l'échange, les producteurs qui échangent les œufs contre le poisson des pêcheurs, tout localisé et se contenter de ce qu'il y a localement en fait. Et je pense que c'est cette évolution qu'on cherche tout le temps. Nos besoins s'adaptent aussi à ce que la société propose. Plus ça se réduirait, plus on s'adapterait aussi et on se contenterait de ce qu'on a. Plus on peut avoir plus on veut plus et moins on a et plus on se contente de ce qu'on a. Qu'il n'y ait plus ces gros magasins, ces gros supermarchés, qu'il n'y ait plus toute cette industrie du textile, des choses comme ça. Nous mettre pause et ouais. Je pense que c'est cette recherche justement d'évolution qui nous tue. C'est ça qui est triste. Ouais. On court après le temps et on veut des voitures pour aller plus vite, on prend l'avion, on veut nos fruits et légumes rapidement, on veut qu'ils soient là, on veut des fraises en hiver. Comment j'aimerais que ça soit Cibourg ? Moi j'aimerais que ça soit comme tous les dimanches matins au marché, que ce soit le marché tous les jours, qu'il y ait du monde dans les rues, que les gens soient plus proches, que le temps ralentisse, qu'on ralentisse tous. Ralentir. Et si c'était ça le secret ? Et si pour réduire nos émissions, limiter la pollution, préserver les ressources, il suffisait d'aller moins vite ? Une société qui se déplace plus lentement, qui savoure le trajet, et surtout, qui a le temps de choisir ensemble sa destination. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future. À bientôt sur sailingetandal.com pour de nouveaux récits.